Donc, je remercie Sophie de m'avoir invité à vous présenter nos travaux. Donc, j'ai associé les gens de l'équipe à Tours, et notamment donc, Olivier Lutti, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui suit la cohorte de patients, et David Ternant, qui est présent dans la salle. Vous pourrez éventuellement interroger également. Donc, ce qui nous intéresse, comme pour tous les médicaments, c'est la variabilité de réponse des patients pour une dose standard, adaptée éventuellement à la surface corporelle. Quand on traite une population de patients, on a des effets qui sont divers. Donc, les effets souhaités dans le meilleur des cas, mais également une inefficacité thérapeutique ou des effets indésirables qui peuvent être dose dépendants. La manière d'aller explorer un petit peu ça, c'est simplement de mesurer la concentration sanguine du médicament, et ça permet de différencier la pharmacocinétique, la relation dose-concentration, et la relation concentration-effet. Et en fait, comme il existe en général une variabilité pharmacocinétique, eh bien, au lieu de donner une dose standard, même adaptée aux patients, on va essayer de contrôler la concentration pour contrôler les effets, puisque cette concentration est plus en aval que la dose par rapport aux effets. Donc, c'est le suivi thérapeutique pharmacologique. Donc, c'est l'adaptation posologique individuelle à partir des concentrations sanguines. Et il y a un certain nombre de critères pour dire qu'un médicament peut relever du STP. 4 critères principaux. C'est la variabilité pharmacocinétique inter- et intra-individuelle pour un même patient au cours du temps. Le suivi thérapeutique clinique ou biologique qui est difficile, c'est-à-dire que le clinicien a peu d'éléments pour monitorer l'effet de son traitement sans avoir cela. Un faible index thérapeutique, donc la crainte des effets indésirables, et puis une bonne connaissance de la relation concentration-effet. Variabilité pharmacocinétique inter- et intra-individuelle. Donc là, je saute d'emblée au résultat de l'étude BAB, puisque donc on a analysé de la pharmacocinétique. On a appliqué un modèle classique pour les médicaments et notamment pour les anticorps. C'est un modèle à 2 compartiments qui permet de décrire assez bien les concentrations. Et ici, vous avez donc les 12 patients qui étaient traités. Les points bleus ou verts, ce sont les concentrations effectivement mesurées. Et les traits représentent la description par le modèle de la pharmacocinétique. Et on voit quand même sur une échelle qui est toute la même partout jusqu'à 250 que des patients ont des concentrations, des expositions très différentes. Si on prend les patients 321, 405, on voit que, alors 405 a eu moins de perfusion, mais globalement, on voit que l'exposition n'est pas du tout la même avec la même posologie. Alors, comment se décrit la relation dose-concentration-effet des médicaments pour les médicaments en général? Donc, on donne une dose de médicament, c'est injecté ou c'est donné par voie extravasculaire. Ça passe dans le sang, c'est distribué dans les tissus dont le tissu où agit le médicament. On va en général inhiber ou activer un récepteur et ça va inhiber la maladie pour essayer d'avoir la guérison du patient. Parallèlement, il y a une clairance du médicament, une élimination du médicament, une baisse des concentrations. Pour les médicaments classiques, qu'est-ce qui joue? Donc, on sait qu'il y a des transporteurs qui agissent sur la distribution. On sait que les enzymes du métabolisme des médicaments, des transporteurs, agissent sur l'absorption et sur la clairance, que les fonctions hépatiques et rénales agissent sur l'élimination et que le poids, la surface corporelle peuvent également jouer un rôle. Pour les biomédicaments en général et pour les anticorps en particulier, les transporteurs, les enzymes du métabolisme, la fonction hépatique et rénale ne jouent pas du tout sur la pharmacocinétique. Ce qui joue, alors j'ai changé un petit peu mon schéma, donc concentration sanguine, concentration tissulaire, la cible, puisque pour toujours un anticorps, on va aller en général inhiber une cible, un antigène cible, qui est en équilibre avec l'activité de la maladie. Donc on va essayer d'augmenter les concentrations pour neutraliser et diminuer la concentration d'antigène cible et donc diminuer l'activité de la maladie. Donc, on sait qu'il y a un catabolisme non spécifique, comme toutes les protéines circulantes, et que les anticorps sont protégés par le FcRn, un récepteur particulier qui permet leur recyclage et donc qui explique leur longue demi-vie d'environ 3 semaines. Et également, on sait que le poids et la surface corporelle sont associés donc à la distribution, mais non pas à la clairance, contrairement aux médicaments petites molécules. Qu'en est-il pour le bevacizumab dans la maladie de Randu-Osler? Donc, ce qu'on a pu étudier dans un premier temps, ce sont les études Métaphore et puis BAB. Mais en fait, on avait des nombres de sujets relativement faibles, donc 25 et 12. On a testé donc l'âge, le poids, surface corporelle, body mass index. On n'a pas trouvé de facteurs de variabilité expliquant ces différences de concentration entre les patients. On peut avoir pour certains anticorps donc une immunisation, donc c'est les formations d'anti-drug antibodies, donc les ADA. C'est bien décrit pour l'infliximab dans les maladies inflammatoires par exemple. Ça n'a pas été décrit dans le cancer colorectal métastatique, mais c'est des patients qui sont en général immunodéprimés. Est-ce que c'est pertinent pour le Randu-Osler? On ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments nous faisant penser que les patients peuvent éventuellement s'immuniser.
Par contre, pour certains anticorps, on peut avoir une perte de l'anticorps thérapeutique. C'est le cas de perte digestive dans la maladie inflammatoire de l'intestin pour les anti-TNF, perte urinaire en cas de protéinurie dans les glomérulonéphrites pour l'étuximab par exemple, et puis potentiellement, on pense qu'avec les saignements liés à la maladie de Rodi-Osler, on a une fuite de l'anticorps thérapeutique et donc une perte d'efficacité. Ce qui fait évidemment un cercle vicieux, c'est-à-dire que si on a des concentrations trop faibles, on ne contrôle pas assez la maladie, le patient saigne beaucoup, perd son médicament, et donc évidemment, on aura des concentrations encore plus faibles. Et donc là, on a un cercle vicieux qu'il faut absolument essayer de contrôler. Deuxième critère, suivi thérapeutique clinique ou biologique difficile. Donc ça, c'est aux cliniciens de le dire, mais ce que j'ai appris donc, auprès de nos collègues de Lyon, c'est que c'est une maladie qui est très polymorphe dans son expression et que l'effet clinique également prend du temps à se mettre en place, c'est assez long, et donc il est très difficile de monitorer l'efficacité d'un traitement à court terme. Faible index thérapeutique, donc c'est certainement le cas du bevacizumab, ça a déjà été bien décrit par Emmanuel Seron tout à l'heure, ce matin, mais on trouve donc dans le RCP du Vidal effet indésirable grave très fréquent, donc on a des éléments donc, hématologiques, neurologiques, digestifs, et pour l'hypertension artérielle, il est noté que les données de tolérance clinique suggèrent que l'incidence de l'hypertension artérielle est vraisemblablement dose dépendante. Donc, ce que je traduis moi en concentration dépendante. Et donc, si on contrôle la concentration, on devrait aussi pouvoir essayer de contrôler un peu cet effet indésirable. Connaissance des concentrations thérapeutiques, donc ça, c'est l'élément le plus difficile qui donc bloque toujours un petit peu pour faire vraiment un suivi thérapeutique dans toutes les règles. Alors pourquoi? Donc ce qu'on veut, concentration effet, on veut retrouver la courbe sigmoïde max, l'équation de Wille classique avec un Emax, un EC50 pour chaque patient. Mais en fait, on a beaucoup de facteurs qui compliquent les choses. D'une part, il faut choisir un critère d'efficacité et ça peut être des critères assez multiples. On a certainement une variabilité inter- et intra-individuelle de la relation concentration-effet. Indépendamment de la variabilité pharmacocinétique, les patients ont sans doute besoin de concentrations différentes, une sensibilité différente. Donc, c'est un peu illusoire de vouloir tous les mettre dans la même concentration. Et puis, on a un délai entre la concentration sanguine mesurée et les effets qui peut être d'origine pharmacocinétique s'il faut aller dans un tissu profond, ou pharmacodynamique si, bien là, dans le cas de l'angiogénèse, on peut comprendre que va prendre un certain temps de diminuer l'angiogénèse et puis après, elle va repousser avec également un certain délai. Donc, on a besoin de modèles un peu plus sophistiqués, qui sont les modèles pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, PKPD, pour décrire donc, ces phénomènes. Alors, on s'est fait un peu les dents sur l'étude métaphore il y a quelques années. Donc, c'est des patients qui avaient surtout donc, des malformation vasculaire hépatique avec un débit cardiaque augmenté. On avait des données donc, sur l'index cardiaque au cours du temps. Donc, vous avez les points noirs qui sont les données mesurées au cours du temps. Et puis, les durées d'épistaxis, donc les histogrammes également représentent des durées d'épistaxis plus ou moins longues. Donc, Nicolas Zopardi qui avait fait ce travail, donc a appliqué un modèle un peu sophistiqué avec un délai d'action des phénomènes de compartiment et a finalement décrit, donc là, c'est les traits colorés donc en gris, où les lignes qu'on apparaît ici, donc ligne pleine et ligne pointillée, ont réussi à décrire finalement de manière assez satisfaisante la baisse de l'index cardiaque, la baisse de l'épistaxis au cours du temps. Donc on a bien une relation concentration-effet et il a fait des simulations pour essayer de regarder quelle posologie idéale en traitement de maintenance devrait permettre donc de contrôler les patients. Je vais vous le montrer dans un instant. L'autre étude beaucoup plus récente, donc c'est l'étude BAB, donc chez des malades donc ayant notamment surtout des saignements, donc étudiée avant et après. Sous placebo, il n'y avait pas de différence, donc le critère étant le nombre de transfusions sanguines, le nombre de globulaires transfusés, pas de différence. Dans le groupe bevacizumab, une différence visuelle, mais qui n'était pas significative. Par contre, quand on mesurait la concentration sanguine, donc là, c'est la première concentration sanguine mesurable, donc c'est la résiduelle juste avant la deuxième perfusion, donc à J14, par rapport à la médiane qui était à 24,8, on voit que bon, il n'y avait pas de différence significative pour les patients qui étaient en dessous de la médiane. Par contre, ceux qui étaient au-dessus de la médiane, donc, avaient une réponse qui était significative. Et autre test statistique, quand on comparait donc l'exposition des patients donc sans exposition, donc les placebos, ceux avec une exposition faible ou haute, toujours sur J14, concernant donc l'absence de transfusion entre 3 et 6 mois, on avait également une différence qui était significative. Donc, David Ternant, ici présent, s'est cassé les dents là, depuis des semaines sur les données de BAB pour essayer d'appliquer un modèle PKPD. Donc, il a testé différents modèles
mécanistique, mais en fait, le modèle le plus pragmatique est finalement celui qui marche le mieux, qui est, donc, on a donc le modèle pharmacocinétique, la concentration dans un compartiment d'effet qui permet de prendre en compte le délai, et puis simplement, on va inhiber le nombre cumulé de culot globulaires. Et donc, normalement, chez un patient, on va avoir ce nombre cumulé de culot globulaires administrés au patient. Donc, vous avez ici donc, 4 patients, donc les concentrations et puis le cumul des culot globulaires. En point bleu, les données observées et les traits correspondent donc, à ce qui est décrit, prédit par le modèle. Donc, on a une assez satisfaisante description donc, de la relation concentration-effet. Ce qui permet après de faire les simulations, donc ce que David a fait avec Olivier Letilly. Donc là, vous avez donc 4 patients types avec des expositions plus ou moins importantes. Donc bleu, donc médiane, vert, un peu moins exposé, donc ça se voit moins à J14, mais la différence se voit un petit peu mieux quand on est donc à la 6e perfusion, ou exposé au-dessus de la médiane en rouge, et on a ce qui en est déduit en nombre de culot globulaires transfusés. Donc le patient noir ici qui n'a pas de concentration, c'est les patients placebo, donc qui ont cette augmentation permanente donc, du nombre de culot globulaires. Et puis les patients un peu exposés en vert ont cette augmentation, en bleu ici, et ceux qui sont très exposés en rouge auraient, avec ce décrit le modèle, cette augmentation des culot globulaires. Donc maintenant, il faut jouer avec ces valeurs-là pour essayer de choisir une concentration cible pour les patients. Pour l'instant, en pratique, dans le suivi thérapeutique qu'on fait en routine, on utilise des données, on va dire, brutes, hein, objectives. Ce sont les données à J14 pour métaphore qui était à 26 mg par litre, BAB qui était à 24,8. Donc, quand un patient est plutôt à 10 ou à 5 dès la première prise de sang, on dit bah, ce patient est sans doute pas assez exposé, il va sans doute falloir augmenter un petit peu les posologies. Et puis, donc, Nicolas avait fait des simulations avec le modèle de métaphore pour regarder les concentrations médianes et 5e et 95e percentile chez un patient traité donc avec, ou chez les patients traités avec le traitement d'induction, puis après un traitement donc, de 5 mg par kilo tous les mois. Et donc, avec ça, on obtenait donc une résiduelle de 31 mg par litre en moyenne. Et donc, c'est notre valeur cible. Et donc, quand un patient a une réponse thérapeutique insuffisante et 2, une concentration qui est en dessous de 31, ben on dit on va essayer d'augmenter la posologie pour essayer de contrôler un petit peu mieux la maladie. Donc, la petite cohorte qui a démarré, qui est plus si petite maintenant, donc c'est dans le cadre du RCP national, dans lequel donc, Sophie nous a impliqués. Donc, les analyses sont centralisées au CHU de Tours. Là, dans le bilan fait en janvier, donc 100 patients de 37 centres, plus de 530 dosages, donc surtout dans 64% de femmes. Vous voyez un âge médian avec une grande variabilité, le poids également avec beaucoup de variabilité. On a une cohorte plus grande, donc on a pu faire un peu plus de recherche de covariables. Et donc là, on a retrouvé les covariables attendus, qui étaient donc l'augmentation du volume de distribution avec la taille, ce qui fait que plus le patient est grand, plus il va finalement avoir un volume de distribution augmenté, donc des concentrations faibles, donc avoir une moins bonne réponse. Et de manière indépendante, il y a l'effet du sexe sur la clairance. Et donc ça, c'est déjà observé pour d'autres anticorps, notamment pour l'infliximab, hein, c'est assez connu. Indépendamment du poids de la taille, les hommes éliminent plus vite donc les anticorps monoclonaux. Donc, on a une concentration, on sait que le patient, il faut sans doute le monter ou éventuellement le diminuer un petit peu en termes de posologie, mais ce n'est pas simple parce que la longue demi-vie de 21 jours des anticorps fait que la posologie ne se modifie pas de manière très simple. Donc, ce que fait, donc ça c'est Olivier qui fait ça, Olivier Letilly. Donc, c'est l'analyse bayésienne, c'est-à-dire qu'à partir d'une ou de quelques concentrations chez un sujet donné, on les confronte avec notre base de données, ce qui permet de faire une estimation des paramètres pharmacologiques de l'individu. Et après, on teste de manière virtuelle différentes posologies. Donc là, c'est 5 mg par kilo toutes les 4, 6 ou 8 semaines. Et là, 7,5 mg par kilo toutes les 4, 6 ou 8 semaines. Et on veut essayer de rester au-dessus de 30. Et donc là, on peut dire, on a pu répondre donc à nos collègues, ben voilà, donc le patient pourrait être mis en traitement de maintenance à 4 mg par kilo toutes les 6 semaines ou à 7,5 mg par kilo toutes les 4 ou 7,5 mg par kilo toutes les 6 semaines. Et là, on devrait pouvoir rester au-dessus des concentrations thérapeutiques sans trop le surdoser, évidemment à contrôler à chaque venue avec une prise de sang pour vérifier si on ne s'est pas trompé dans nos estimations. Donc, en conclusion, le bevacizumab, dans le cadre de la maladie d'André-Osler, remplit tous les critères justifiant un suivi thérapeutique pharmacologique. Des relations entre les concentrations sanguines de bevacizumab et les effets indésirables peuvent être décrites par des modèles un peu sophistiqués, mais finalement, on peut montrer qu'il y a un lien entre les deux.
Cependant, les concentrations cibles ne sont pas encore définies de manière tout à fait formelle. Et l'analyse de la cohorte de patients suivis dans le cadre de la RCP nationale devrait permettre de confirmer l'intérêt du suivi thérapeutique et de définir de manière plus précise là où les concentrations cibles. Et je finis en remerciant l'équipe de l'équipe INSERM et du service de pharmacologie qui ont l'air d'être beaucoup plus sages que l'équipe INSERM, mais il ne faut pas non plus se laisser voilà, influencer. C'est pas obligatoirement vrai. Merci beaucoup, Gilles. C'était extrêmement clair, extrêmement limpide. Et juste, j'ajouterais, je pense qu'il faut vraiment différencier les formes digestives des épistaxis dans ces modèles. Ouais. Mais merci, c'est vraiment hyper intéressant. On a appris beaucoup de choses au contact du laboratoire de Tours. Et vraiment, ce que tu ne peux pas montrer, mais ce qu'on est en train de regarder, parce qu'on est en train d'étudier la cohorte nationale de tous les patients qui ont reçu le bevacizumab depuis, on a commencé en 2009 avec le premier essai, et ça représente aujourd'hui 250 patients, donc c'est vrai que c'est énorme, et on est en train d'analyser les données de vie réelle, et je pense que ça permettra d'apporter aussi beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez des questions ?